Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Aujourd'hui nous sommes au Palais des Sports et j'ai l'honneur de recevoir deux champions d'exception, Christophe Kempé et Jérôme Fernandez, qui vont débattre ensemble et qui vont nous permettre d'éclaircir les sujets qui ont un petit peu pollué l'actualité de ce début de rentrée. D'un côté, je reçois le capitaine de l'équipe de France et brillant arrière-gauche des Phoenix, Jérôme Fernandez. Bonjour Jérôme et merci. Bonjour. De l'autre, il fut également international en équipe de France, médaillé d'or à Pékin en 2008, pivot émérite dans tous les clubs qu'il a connus, notamment à Toulouse. Il est actuellement consultant handball dans les spécialistes sur Canal+ Sport. Bonjour Christophe Kempé. Bonjour. Alors, vous avez été coéquipier de nombreuses années, que ce soit en sélection ou ici même à Toulouse. Désormais, l'un a basculé du côté obscur du journalisme, l'autre est resté sur le terrain. Vous êtes deux experts en la matière et vous allez débattre ensemble, tenter de nous éclairer sur ces sujets de manière le plus simplifiée si possible. Donc, premier débat, le handball victime de sa surmédiatisation. Alors après l'affaire Montpellier, qui a un peu pollué de manière négative les journaux, la télé, cette affaire a-t-elle terni l'image du sport à court terme, alors que le handball est un sport assez lisse, qui ramène des bons résultats, qui ramène des médailles, mais jamais on était entré dans des affaires un peu plus obscures où justement les joueurs directement étaient visés. Alors Jérôme, je sais que vous connaissez bien Nicolo Karabatic, vous le côtoyez en équipe de France. Est-ce que tout d'abord vous avez été ému quand vous... Enfin ému, peut-être pas ému, mais est-ce que ça vous a fait quelque chose quand vous avez appris ça ? Quand je l'ai appris, non, pas forcément, parce que j'attendais de voir un peu comment allait tourner l'affaire. Et puis, par contre, ouais, ce qui m'a profondément choqué, c'est la façon dont lui et ses coéquipiers ont été traités après le match à Paris. Parce que même si ils ont sûrement fait une bêtise, je pense que ça méritait pas autant de médiatisation et autant de police et de moyens. Donc voilà, moi j'étais un petit peu abasourdi par le traitement de choc qu'il y a eu par rapport à cette affaire. Maintenant, bon, on est encore malheureusement aujourd'hui dans l'attente de la justice et d'une décision finale. Et on verra par la suite qui est coupable, qui ne l'est pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on a beaucoup parlé de cette affaire-là et que finalement, on a mis de côté tout l'aspect sportif qui était en train de prendre beaucoup de place avec justement l'arrivée du PSG qui était vraiment performant depuis le début de championnat. Et bon voilà, après, ça en plus contraint Montpellier à jouer dans des conditions difficiles. Et malheureusement, ils ont laissé déjà beaucoup de points sur le chemin. Donc on a hâte finalement de reparler du sportif et de passer à autre chose. Christophe, vous avez entendu parler comme tout le monde de cette histoire. Nombreux sont les joueurs de hand, les gens du monde du hand qui se sont exprimés. Claude Onesta, le sélectionneur de l'équipe de France, a attendu un petit moment avant de s'exprimer. Peut-être qu'il a attendu d'avoir quelques clarifications. Comment vous avez perçu cette affaire en tant que consultant handball? Comme Jérôme, abasourdi par l'ampleur qu'avait pris cette affaire, par la présence de médias, même ici quand Montpellier est venu jouer, j'avais jamais vu autant de médias autour du Palais des Sports. Donc ça a vraiment pris une ampleur. Je pense que le handball était attendu, une nouvelle médiatisation, beaucoup de passages télé. On voit maintenant qu'on est sur le groupe Canal, on a 2 matchs de championnat par semaine. Donc voilà, à des titres, Jérôme a encore été une fois champion olympique, un palmarès hallucinant. Cette équipe de France aujourd'hui, à mon avis, paye un peu c'est le revers de la médaille, beaucoup de médiatisation et la moindre petite affaire, parce que c'est vrai que le handball a toujours été propre, a toujours été clair et a toujours mérité, aujourd'hui mérite une médiatisation. Malheureusement, sur petite histoire, la première qu'on peut avoir dans l'histoire du handball, ça s'est déchaîné contre nous, donc vraiment abasourdi. Moi, la première semaine, tous les matins, je me réveillais en me disant que ce qui était en train de se passer était pas réel. Donc, comme Jérôme, j'attends vraiment avec impatience que les décisions soient prises de la part du club de Montpellier envers ses joueurs, par la justice aussi, pour voir qui a fait quoi, sanctionner les coupables. Mais aujourd'hui, la présomption d'innocence a complètement été oubliée sur cette affaire. On s'est déchaîné sur Nico Karabatic très rapidement parce qu'on voyait que lui.
Et aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'il a fait dans cette histoire, donc il va falloir vite passer à autre chose. Le sportif, comme disait Jérôme également, on a un très très beau championnat cette année, de belles équipes, beaucoup d'internationaux qui sont rentrés à la maison, beaucoup de joueurs étrangers aussi qui viennent dans le championnat, donc j'espère vraiment qu'on va parler du handball rapidement et du championnat en particulier, parce que c'est la première année où on a vraiment un championnat passionnant avec de grandes équipes, donc il faut vraiment revenir à ça et essayer de mettre cette histoire derrière nous. Jérôme, en ce qui concerne les hommes concernés par cette affaire, comment peuvent-ils se relever de tout ça? On voit Nicolas Karabatic qui a encore été lâché par son sponsor hier encore, le club de Montpellier qui est en train de se dédouaner un petit peu de l'histoire. Comment on peut rebondir après cela? Bah écoutez, moi je pense que très sincèrement, sur leur qualité intrinsèque de handballeur, ils arriveront à rebondir, à trouver de toute façon des ressources pour retrouver leur niveau qu'ils avaient avant cette affaire. Après, est-ce qu'ils seront licenciés, est-ce qu'ils devront trouver un autre contrat? Ça, on n'en sait rien encore, mais de toute façon, je pense qu'au niveau sportif, ils continueront à briller. Par contre, c'est vrai que voilà, pour Nicolas, qui avait quand même une grosse partie de ses revenus en contrat d'image, ça risque d'être compliqué de garder ces contrats-là et surtout d'en trouver de nouveaux. Donc pour lui, ça va être vraiment une grosse perte. Même si sportivement il arrive à rebondir. Christophe, en termes de popularité, Nicolas Karabatic est considéré comme l'un des joueurs français les plus populaires. Il s'était exprimé sur un réseau social en disant qu'il avait consacré toute sa vie à jouer au handball et qu'il se sentait un petit peu sali par tout ce qui lui arrivait. Est-ce qu'il a eu raison de faire ce message plutôt public ? Oui, complètement, parce c'est vrai que ça a été un des premiers joueurs en équipe de France à investir lui-même dans le développement de son image. Et le développement de son image aidait également le développement du handball. C'est un des premiers handballeurs qu'on voit sur des grandes publicités, que ce soit à la télé ou dans les journaux. On le voyait un peu partout et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était vraiment la figure de proue du handball français. Et il va peut-être en falloir en trouver d'autres ou attendre que cette affaire se tasse pour remettre Nico sur le devant de la scène. Mais au-delà de ça, c'est tout le handball qui, malheureusement, quand on prend la tête d'affiche, c'est l'ensemble du sport qui a été touché. Il y a vraiment eu des conséquences collatérales assez importantes dans tous les clubs et pour l'image même du handball. Donc il va falloir passer à autre chose, essayer de se reconstruire, que lui se reconstruise aussi. Ça va être compliqué, mais comme disait Jérôme, il perd des contrats, en retrouver d'autres, ça va être compliqué là-dessus, mais j'espère que d'ici quelques mois, on aura oublié cette affaire, que tout sera mis au clair par la justice pour que chacun se retrouve en face de ses responsabilités. Et voilà, le handball reste un sport propre, grand et fort, donc je pense j'espère vraiment qu'on aura oublié cette histoire rapidement. Et les médias qui ont pris l'habitude maintenant de traiter les affaires de hand, est-ce qu'à l'avenir, vous imaginez la vie privée des handballeurs dévoilée sur les grands journaux? Est-ce que ça peut être concevable? Est-ce que le monde du handball pourrait le supporter, ça? C'est des suppositions, mais... Enfin, en même temps, il n'y a pas grand-chose à raconter. Quand Jérôme, c'est un ami, on se voit souvent. Je vois pas trop, à part voir nos enfants jouer dans le jardin et nous boire l'apéro une fois de temps en temps, manger ensemble, faire des barbecues, je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir montrer. Et je pense que la plupart des handballeurs sont dans cette vie-là. On a des vies tout à fait normales, on parle avec les gens, on reste accessible. Aujourd'hui encore, quand je croise des gens et que je leur parle, ils disent « mais avec le palmarès que vous avez, c'est vraiment gentil de nous parler ». J'ai plein de retours sur Jérôme également en disant « mais voilà, il n'a pas changé, il a 7 titres internationaux, des titres de champion dans tous les pays. Et malgré ça, il reste accessible. Donc on n'est pas vraiment intéressant. Il y a eu cette histoire, mais la plupart du temps, ça fait des années que l'équipe de France gagne. Et il n'y a rien eu à raconter. On fait pas n'importe quoi. On reste des gens simples, accessibles, dans un sport que tout le monde pratique à l'école. Et nous, on n'a pas changé. On sait d'où on vient. Et malgré les titres, on est toujours resté près des gens. Et Jérôme est l'exemple type d'un capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur de tous les temps de cette équipe. Et les gens lui parlent et ils hallucinent de pouvoir lui parler aussi simplement. Mais voilà, Jérôme a des valeurs, il les a toujours gardées et ça ne changera pas. Je pense que le handball a de vraies valeurs de base qui ne vont pas changer malgré cette affaire. Il n'y aura rien d'autre à raconter sur les handballeurs. Donc il vaut mieux faire le dos rond, attendre que l'histoire se tasse, se clarifie, et puis continuer de suivre ce championnat si attractif et puis les matchs de l'équipe de France. L'arrivée des Qataris à la tête du Paris Handball va-t-elle modifier la donne et la suite des événements? Alors depuis quelques années, c'était Montpellier qui avait pris l'habitude de truster un petit peu tous les titres. Puis, un petit peu à l'image du football au PSG, les Qataris ont décidé d'investir dans le handball, recrutement ronflant, stars et paillettes.
Alors, quel est votre avis sur la question? Pour les petits clubs, vous, Jérôme, je ne considère pas que le Phoenix est un petit club, mais ceci dit, c'est un club qui n'a pas les moyens de Paris. Comment est-il possible d'exister à travers cela? Après, il faut bien tout planifier et avoir des ambitions qui sont en adéquation avec le budget et l'effectif. Nous, aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne joue pas dans la même cour que Paris ou Montpellier. Maintenant, l'arrivée des Qataris, pour moi, à Paris est quand même une bonne chose parce que ça va permettre de faire venir tous les meilleurs joueurs de la planète en France. À Paris, mais surtout aussi à Montpellier et à Chambéry, parce que je suis sûr que Montpellier et Chambéry vont arriver à suivre un petit peu le rythme du PSG. Et puis après, pour les autres équipes, comme Nantes, comme Saint-Raphaël, comme Dunkerque, comme nous, essayer de construire des budgets qui nous permettent quand même d'avoir un recrutement de qualité et pouvoir justement essayer de jouer les troubles faits dans ce championnat. Mais pour moi, la référence aujourd'hui, c'est le rugby. Et on voit que dans le top 14 aujourd'hui, il y a la moitié des équipes qui sont vraiment très compétitives. Et je pense que ce qu'il faudrait, c'est effectivement qu'il y ait un championnat de France de handball demain avec 7-8 équipes de très haut niveau qui soient capables de rivaliser avec le championnat allemand et peut-être d'aller chercher des titres européens, chose qui était beaucoup plus compliquée auparavant. Christophe, vous trouvez cette approche logique, Paris, Montpellier, Chambéry qui veulent s'installer durablement dans le championnat de France, puis qui veulent peut-être franchir un cap européen en tant que spécialiste. Comment vous avez vu cette arrivée plutôt de manière positive comme Jérôme? Oui, complètement. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait un club avec beaucoup de moyens, comme disait Jérôme, pour attirer énormément de grands joueurs. Ça peut que tirer vers le haut. On voit déjà que des clubs comme Saint-Raphaël se rendent compte que s'ils gardent ce budget actuel, ils ne pourront pas rivaliser. Donc on entend le député maire dire voilà, je vais doubler la subvention l'année prochaine. Je pense que tous les clubs n'ont pas envie de se laisser distancer, même si les Qataris ont énormément d'argent. Tout le monde a envie de travailler pour que le handball aille vers le haut, donc ça va tirer tout le monde vers le haut, comme l'a fait Montpellier. L'exemple de Montpellier a été mis en avant pendant des années, et là-dessus, ça a été très positif pour les clubs, dans la structure, dans l'idée de se développer sur plein de choses. Paris est un peu différent, eux, ils arrivent, ils ont beaucoup de moyens d'un coup, mais on voit que Montpellier, sur des années, a travaillé le centre de formation, a sorti beaucoup de joueurs, donc il y a plein d'exemples à suivre, et je pense que la plupart des clubs ont envie de se structurer comme ça, et de grandir au fur et à mesure. Le Phoenix, par exemple, n'ira pas aussi vite qu'un club comme Paris, mais aujourd'hui, la structure est saine, il y a un centre de formation, il y a plein de choses importantes là-dessus, et je pense que les clubs doivent faire des choix, ou avoir beaucoup d'argent, recruter des grandes stars, ou avoir un centre de formation, sortir des joueurs et grandir. Donc tout ça, pour moi, tire le handball vers le haut, et c'est une très bonne chose. Et qu'en est-il pour l'avenir justement de nos espoirs français si les clubs se mettent à recruter énormément à l'étranger, des stars de tous les pays? Est-ce que justement ça peut pas être une alternative justement pour les clubs un peu moins réputés de faire venir des joueurs formés dans des grosses cylindrées? Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On voit dans le rugby un Flicou par exemple qui a 18 ans, qui arrive au Stade Toulousain, qui est rempli de stars et de joueurs aguerris, qui arrive aujourd'hui à faire son trou, à être pris en équipe de France. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et puis ça permettra aux jeunes de travailler encore plus, d'essayer de faire leur trou dans des équipes où il y a des stars, de côtoyer. Je pense que la plupart des jeunes du centre de formation ici sont ravis de côtoyer Jérôme Fernandez tous les jours à l'entraînement. Ça leur permet de progresser, et tous les clubs ne pourront pas de toute façon avoir des stars à tous les postes. On voit l'Allemagne est un exemple différent, mais il y a quand même des jeunes joueurs qui arrivent à s'intégrer dans les équipes, et puis après s'ils n'ont pas le niveau pour... Moi je préfère qu'il y ait un gros championnat, et puis ces jeunes joueurs vont s'aguerrir en 2e voire 3e division française. Jérôme, on reste sur ces 3 équipes, Montpellier, Paris et Chambéry. Sur un match, est-ce qu'il y a un moyen de rivaliser? Moi je pense que oui. On l'a vu l'année dernière, on a fait match nul contre Chambéry. Là cette année, même si c'était dans des conditions un peu particulières, on a réussi à battre Montpellier. Alors c'est vrai que pour faire un résultat chez eux, c'est vraiment compliqué. Mais vous savez, des équipes comme ça, elles ont des calendriers beaucoup plus fatigants que le nôtre. Et de temps en temps, sur des périodes assez courtes, ils ont des moments de faiblesse, des temps faibles. Et si nous, au contraire, on est capable d'en profiter et d'arriver en pleine possession de nos moyens, comme ça a été le cas il y a quelques jours contre Montpellier, tout est faisable. Maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué, parce qu'il y a une telle différence d'effectifs et de qualité
On sait que sur la saison, on peut pas rivaliser et qu'à l'arrivée, on perdra beaucoup plus de points qu'eux. Mais bon, voilà, sur un jour, oui, effectivement, tout est possible. Je l'ai vécu, moi, en étant de l'autre côté, en étant dans des grands clubs. À chaque fois qu'on se déplaçait, c'était le match de l'année pour notre adversaire. Et il avait plutôt tendance à être bon et à briller et à nous pousser dans nos retranchements pour essayer de gagner le match. Pour en terminer avec Paris, Christophe, vous avez joué à Paris. Ouais. Vous avez joué à Paris il y a quelques années. Est-ce que c'était une trajectoire que vous attendiez venant de ce club? C'est que l'année dernière, ils avaient déjà pas mal d'ambition. On finira avec ça. Qu'est-ce que vous êtes content pour Paris, tout simplement? Oui, je suis content parce que c'est le club où j'ai commencé. Après, c'était d'autres conditions à l'époque. Il y avait aussi cette ambition, avec moins de moyens, de faire un grand PSG omnisport. Je pense qu'ils ont un peu cette idée-là aujourd'hui de prendre plusieurs sports et plusieurs clubs, un peu à l'exemple de Madrid ou de Barcelone. Barcelone est l'exemple pour les Qataris aujourd'hui de faire un grand club omnisport. Je pense que c'est bien pour le sport français. C'est bien de pouvoir avoir des grands joueurs dans notre championnat, que ce soit dans le foot, dans le handball, dans le rugby. C'est bien de pouvoir se régaler le week-end quand on regarde des matchs avec des grands joueurs. Donc moi je suis ravi pour Paris et pour tous les sports qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait des grands joueurs et qu'on puisse nous se régaler quand on est devant la télé. Dernière question avant de boucler ce débat sur l'arrivée massive des investissements étrangers. Qui sera champion? Allez, je commence par Jérôme. Vu la tournure qu'ont pris les choses depuis le début de saison, ça se jouera de toute façon entre Chambéry et Paris, ça j'en suis persuadé. Dunkerque jouera sûrement les troubles faits avec Montpellier et empêchera l'un ou l'autre d'être champion. Mais voilà, je pense que ce sont les deux favoris aujourd'hui pour le titre, et le match forcément de ce soir à Chambéry contre le PSG revêt une importance capitale pour le titre dès la 6e journée, parce qu'on sait très bien que si Paris gagne à Chambéry ce soir, il y a de très grandes chances qu'il soit champion dans quelques mois. Psychologiquement, Christophe? Pour moi, c'est Paris, sans aucun doute. La mayonnaise a pris, ils ont de grands joueurs, ils ont un effectif. Quand il y a un joueur blessé ou qui joue un peu moins, on l'a vu contre Toulouse, quand c'est pas Michael Hansen, c'est Garcia qui prend sa place et qui fait 7 sur 9. Enfin voilà, on sait qu'à tous les postes, même s'ils ont un ou deux blessés dans la saison, comme ça peut arriver à n'importe quel club, on sent que Chambéry, avec les joueurs qui leur manquent aujourd'hui, ça devient vite compliqué. On voit que Paris, s'il y a un joueur qui est en méforme, ils sont pour le moment, ils n'ont pas de blessés, mais avec un tel effectif et de tels joueurs, on se posait la question de savoir s'ils allaient avoir le temps d'être bien en place. On voit sur les performances qu'ils ont réalisées depuis quelques matchs, leurs 2 victoires à Saint-Raphaël contre Toulouse, on sent quand même qu'il y a un écart et je pense qu'ils ont de la marge et moi je les vois champions dès cette année. En plus, le gros avantage qu'a Paris cette année, c'est qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Donc ils ont à chaque fois toute la semaine pour préparer leur match, alors que Chambéry joue sur les 2 tableaux. Et qu'à un moment donné, ça pèse sur les organismes. Et c'est vrai que Chambéry risque d'avoir un gros coup de mou à un moment de la saison, chose que n'aura pas Paris, puisque ils n'ont que le championnat comme objectif cette année. D'accord. Les Phoenix peuvent-ils avoir été perturbés par l'épisode du début de saison? Alors pour rappeler un petit peu le contexte, on est en plein été, les journalistes reçoivent un mail, le président Patrick Sell quitte le club, et ce qui engendre aussi la fuite de quelques gros sous, on va dire. Alors ma question, c'est: les anciens ont-ils joué un rôle important afin de garder l'équilibre? Jérôme, vous êtes arrivé l'année dernière, enfin vous êtes revenu puisque vous étiez séduit par le projet. Quel rôle avez-vous joué dans cette histoire, puisque ça a été l'incertitude pendant un bon gros mois quand même? Disons que moi, le rôle que j'ai essayé de jouer dans l'histoire, c'est de comprendre précisément qu'est-ce qui se passait au club, tant au niveau de sa structure, de l'organigramme, qu'au niveau financier. Et voilà, à partir du moment où j'avais les garanties que le club allait rebondir, j'avais envie de continuer sur ce projet-là. Mais c'est vrai que pendant quelques jours, on a été un petit peu dans l'incertitude, et ça a été un peu compliqué de penser à l'avenir ici à Toulouse. Mais finalement, dès la fin du mois d'août, voire début septembre, on a eu quand même pas mal de gens qui se sont mobilisés pour reprendre le club. Et aujourd'hui, quand on voit
la tournure qu'ont compris les choses, très sincèrement, moi je suis très optimiste. Je pense que le départ de Patrick Sall finalement a été une très bonne chose pour le club. En plus, on a fait un recrutement de qualité cette année. Donc on le voit aujourd'hui, on se retrouve sur le plan sportif avec déjà 5 points au compteur. Je l'espère un petit peu plus dans quelques jours après notre déplacement à Créteil et la venue de Cesson mercredi. Et puis surtout sur le plan administratif et financier, la venue de repreneurs qui ont beaucoup d'ambition, qui ont en plus pas mal de moyens, qui vont non mais en plus remplacer l'apport que faisait Patrick Sall sur le plan du budget, mais encore plus le bonifier, parce que eux vont apporter plus de moyens et ils vont ramener d'autres sponsors qui vont travailler en collaboration avec eux. Et je pense qu'à moyen terme, d'ici la fin de la saison, voire fin de saison prochaine, on aura un budget beaucoup plus conséquent, avec des gens à la tête du club qui auront envie de rester pour très longtemps, avec des moyens supplémentaires. Et puis surtout, on l'espère, dès l'année prochaine, un effectif beaucoup plus conforme aux ambitions du club, avec, je l'espère, l'arrivée de 3-4 joueurs de grande qualité, pour essayer d'aller titiller justement des équipes comme Nantes, Saint-Raphaël et Dunkerque dès la saison prochaine, et pourquoi pas essayer de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Christophe, en tant que spécialiste, comment vous avez perçu l'actualité quand vous avez su qu'au départ les contrats des recrues n'allaient pas être homologués? Toulouse partait dans un sacré pétrin, non? Oui, complètement, parce que c'était des joueurs, comme l'a dit Jérôme, le recrutement avait été fait vraiment de manière qualitative, de joueurs de haut niveau. Roch Félio, qui était meilleur défenseur du championnat, qui malheureusement n'a pas été assez patient, je dirais, et après c'est tout à fait légitime de sa part. Il a eu peur, lui n'avait pas accepté la baisse de salaire. Tout le monde a fait des efforts, donc il y avait vraiment l'envie, pour avoir connu la même situation il y a quelques années où nous on avait baissé de 30% nos salaires aussi pour sauver le club. Je pense que ça, pour en revenir à la question, voilà, il y a des recrues, le pivot est de très haut niveau, il a été encore ce week-end élu meilleur pivot de la journée de championnat. C'est de très bonnes recrues, tout l'effectif est en place. Après, je pense que ça peut créer des liens quand on croit qu'on va mourir, parce que le club est pas passé très loin de disparaître ou d'être rétrogradé, de perdre de grands joueurs. Et à mon avis, quand on passe très près du coup près comme ça permet de ressouder les liens entre les joueurs. Et je pense que, comme on dit souvent, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et à mon avis, au niveau de la cohésion, il y a cette envie de réussir une belle saison. On voit que le début du championnat est d'ores et déjà réussi. C'est que le début, mais on sent que l'état d'esprit, l'envie d'être ensemble et de se battre est vraiment présent, et je pense qu'il y a vraiment, en plus si des moyens supplémentaires sont mis à profit dans les mois qui viennent par un bon recrutement pour l'année prochaine, je pense qu'on peut vraiment attendre de Toulouse d'offrir du grand spectacle ici et de faire un bon championnat. Donc voilà, c'est des recrues, malheureusement on en perd une qui était importante, mais derrière celle qui est là, en l'occurrence le pivot, Xavier Moreau aussi est un jeune qui a plein de qualités, donc voilà, c'est un effectif qui à mon avis peut faire une belle saison et avec 2-3 retouches l'année prochaine vraiment réussir de grandes choses. Un qui a passé des mauvaises nuits pendant cette période, c'est sans doute le coach Joël Da Silva, qui récupère des joueurs, les perd, finalement en récupère quelques-uns. Son rôle a-t-il été important, Jérôme, vous qui le côtoyez au quotidien? Est-ce qu'il a gardé toujours la tête froide? Oui, et puis Joël a essayé d'avoir un discours vraiment de cohésion, en faisant comprendre aux garçons qu'effectivement le club était dans un moment un peu compliqué, mais que ça pouvait permettre justement à l'équipe, comme l'a dit Christophe, de se souder, de faire le tri entre guillemets sur ceux qui étaient vraiment attachés à ce club et au projet et ceux qui l'étaient un peu moins. Je pense qu'au niveau des réactions de chacun, on a pu comprendre sur qui on pouvait compter dans l'avenir. Et je pense que finalement, comme je l'ai dit avant, c'est plutôt une bonne chose. Et je crois que Joël a aussi compris sur qui il fallait s'appuyer pour les saisons à venir, pour que l'aventure soit belle. Alors Christophe, la meilleure solution, c'est de faire comme si de rien n'était finalement. Le Phoenix a réussi son entame de saison.
Est-ce que le mieux à faire, c'est d'oublier ce qui s'est passé, d'avancer et puis En tout cas, on peut le mettre de côté et bien sûr en reparler d'ici quelques mois quand, entre guillemets, l'orage sera passé. Mais très sincèrement, je pense que ça aura été un simple contretemps, alors que quand on était dans le dur, on était tous pratiquement persuadés que le club ne survivrait pas au départ de Patrick Sall. Christophe, comment ça s'était passé à l'époque où vous jouiez ici et qu'il y avait eu un problème similaire que vous avez fait face entre vous, entre joueurs? Comment ça s'était passé? Oui, ça avait été d'autant plus compliqué que moi j'avais signé ma baisse de salaire le jour où je partais en voyage de noces. J'avais appris ça la semaine de mon mariage et j'avais signé le papier 2 heures avant de monter dans l'avion pour partir en voyage de noces. Donc ça avait été un peu bizarre en disant si tu signes pas, le club disparaît. Donc on était mis devant le fait accompli, mais après on avait tous cette envie de sauver le club et de faire en sorte qu'il disparaisse pas. Donc tout le monde avait fait l'effort. Certains joueurs n'avaient pas pu le faire. Je pense à Cyril Guedes à l'époque qui malheureusement n'avait pas les moyens de baisser son salaire, donc il était parti à l'étranger. Mais en dehors de ça, personne ne lui en a voulu. On a gardé de bons contacts et tous les joueurs qui étaient restés, à partir du moment où on l'accepte, eh ben on fait avec et on revient pas. Moi, je suis pas du genre quand je prends une décision de dire voilà, je signe, de revenir à chaque fois dire ouais, mais n'oubliez pas qu'on a baissé de 30%. Voilà, je pense que les joueurs à un moment donné ont fait l'effort parce qu'ils aiment ce club et qu'ils ont, comme l'a dit Jérôme, ça permet de faire le tri aussi, de voir ceux qui ont la mentalité pour rester là et aider le club à grandir. Donc c'est un effort aujourd'hui, mais je pense qu'il sera récompensé. On l'a vu, des nouveaux investisseurs arrivent avec de réelles ambitions. Donc voilà, aujourd'hui, ça a été à mon avis un mal pour un bien. Ça a permis aussi de faire le ménage, d'avoir des personnes responsables aussi à la tête du club et aujourd'hui d'avancer tous ensemble. Donc voilà, c'est des bonnes choses pour le club finalement, parce que quand on voit le nouveau président qu'on a aujourd'hui, il est vraiment en adéquation avec les joueurs et je pense qu'il va apporter énormément à ce club de Toulouse et au handball, donc c'est très bien. Alors Christophe, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu. En tant que consultant, je ne vais pas poser la question à Jérôme, en tant que consultant, ces Phoenix, vous les voyez réussir leur saison? Vous les voyez comment? En sachant qu'ils vont avoir l'avantage de recevoir le Final Four de la Coupe de la Ligue, mais qu'en quart de finale, ils sont tombés sur Chambéry, qu'il faudra les défier là-bas. Est-ce que justement la Coupe, c'était pas un moyen d'exister un petit peu et d'essayer de se mettre en valeur parmi toutes ces grosses cylindrées, Montpellier, on répète les noms, Montpellier, Paris, Chambéry, voire Saint-Raphaël, voire Dunkerque? Ben, écoutez, moi, Toulouse, Jérôme ne serait pas assis à côté de moi avec une main dans le plâtre. Je dirais qu'il y a vraiment la possibilité de faire une belle saison. Le tout, c'est d'attendre parce que sans Jérôme, on sait qu'on a une équipe, quand on enlève notre meilleur joueur, ben, c'est compliqué. Et on le voit sur d'autres clubs qui, malheureusement, aujourd'hui, pour d'autres, pas pour des mains fracturées, mais n'ont pas leur meilleur joueur à disposition. Donc, voir quand est-ce que Jérôme va revenir, essayer de compenser son absence là dans les matchs qui viennent en récupérant le maximum de points, mais je pense qu'avec un effectif au complet, même si voilà, le Final Four à mon avis allait gagner à Chambéry, ça aurait été à la maison, je pense que ça aurait été possible à Chambéry, ça va être très compliqué, mais en dehors de ce Final Four, même s'il n'y a pas Toulouse, j'espère qu'avec le retour de Jérôme, Toulouse fera une saison où ils pourront déjà, dans un premier temps, assurer le maintien assez rapidement, qu'on parle plus de ça parce que ça fait des années qu'on en parle. Et moi, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir une deuxième partie de saison où on est plus à regarder vers le haut qu'à regarder vers le bas. Et derrière, après, il y a de très grosses équipes devant, mais je pense qu'avec l'effectif et l'équilibre qu'a Toulouse cette année, moi, j'espère vraiment qu'ils pourront rééditer ce qu'ils ont fait l'année dernière en terminant 6e, ce que personne n'attendait en fin de championnat. Il faut le rappeler, 6e du championnat de France. C'est pas rien et c'était le meilleur résultat du club depuis de nombreuses années. Donc voilà, il faudra espérer, parce que l'effectif n'est pas encore celui des équipes qu'on a devant nous, espérer simplement qu'il y ait le moins de blessés possible et puis à mon avis ça pourra le faire et une 6e, 7e place, ça serait très bien. Jérôme, avant de conclure ce débat, vous êtes blessé à la main, vous avez contracté cette blessure contre Cesson. Est-ce que vous êtes absent pour 8 semaines? Enfin, là ça fait 10 jours, mais vous êtes absent pour 8 semaines au total. Est-ce que vous continuez d'être présent auprès de vos coéquipiers quand on sait qu'il y a un effectif assez jeune? Votre rôle de cadre est aussi important à l'extérieur du terrain, je suppose. Oui, bien sûr. J'essaye d'être à tous les entraînements handball déjà. De prodiguer quelques conseils, d'aider aussi un petit peu dans la planification du match et de la semaine, savoir si tactiquement je peux apporter quelques détails supplémentaires.
Et puis surtout, montrer à mes coéquipiers que même si je suis blessé, j'en profite pas pour partir en vacances et complètement m'écarter de ce que fait le club. Donc j'essaye moi de continuer à faire mon travail physique en même temps que ce que font les joueurs qui sont aujourd'hui dans l'effectif, pour leur montrer que je reste très motivé et très présent. Et puis après, à l'intérieur même de l'entraînement tactique, essayer de participer, de donner un petit peu mon point de vue pour apporter quelque chose de supplémentaire au travail que fait Joël Da Silva. Bon, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance au Phoenix. Et puis à vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette clarification un petit peu des sujets épineux de la rentrée en ce qui concernait le handball. Merci messieurs. Merci à vous. Bonne saison. Christophe, on vous retrouvera donc avec Canal+ et les spécialistes de temps en temps. C'est le jeudi, c'est ça ? C'est ça. 19h40. Et puis Jérôme, on va vous souhaiter un bon rétablissement. Merci. En attendant de vous revoir très vite sur les terrains. D'accord. Merci beaucoup.